Les podcasts du Figaro. D'étranges rumeurs couraient sur Wild Bunch. Elles disaient que des hommes s'y transformaient la nuit, que les empreintes de leurs pas disparaissaient soudain du sol, qu'ils devenaient lions ou léopards, qu'ils tuaient au hasard ceux qui s'aventuraient sur leur territoire, qu'on retrouvait des cadavres lacérés au-delà des clôtures électrifiées, à demi dévorés. Isra n'était pas rassuré en foulant le sol de la réserve. L'homme qu'il avait embauché comme pisteur s'en moquait, il n'était pas d'ici, trop blanc pour craindre les esprits qui depuis toujours rôdaient autour des bêtes sauvages. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des Livres. Vous venez d'écouter un extrait d'Okavango de Caril Ferret, publié à la Série Noire, édition Gallimard. Un roman qui nous plonge au cœur des réserves africaines. Je m'appelle Bruno Corti et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Caril Ferret. Bonjour. Vous venez de publier Okavango. Dans ce thriller, nous suivons deux rangers, Solana et Seth, sillonner le plus vaste espace de protection des espèces sauvages du monde. Un territoire immense qui couvre 5 pays, l'Angola, la Zambie, le Zimbabwe, la Namibie et le Botswana. 36 réserves qui sont la cible de braconniers et de trafiquants d'ivoire, de peau, de griffes, essentiellement pour de riches clients asiatiques. Lorsqu'on retrouve le cadavre d'un jeune autochtone dans l'une de ces réserves, les rangers se retrouvent face à une vaste organisation criminelle dirigée par un homme impitoyable qui s'est baptisé le Scorpion. Alors, après plusieurs romans situés en Amérique du Sud, Mapuche, Condor, Passe, et un en Sibérie, Led, vous retournez sur le continent africain 15 ans après Zulu, qui se déroulait en Afrique du Sud. Première question, pourquoi ce choix ? J'avais souvenir de la Namibie quand j'étais allé en Afrique du Sud pour écrire Zulu. J'avais adoré ce pays, mais j'étais allé sur la partie sud, en fait, qui est très désertique. Et en fait, les animaux, les réserves, elles sont plutôt au nord. Et depuis que je suis gamin, moi, je suis toujours passionné d'animaux sauvages. J'ai toujours rêvé de faire des safaris, mais pas avec trop de monde. Et comme ça coûte cher, j'étais fauché, donc la question ne se posait pas. Et puis, au fil du temps, et vu l'époque qui est quand même assez anxiogène, je trouve que le sort des animaux sauvages sont assez symptomatiques du sort de la planète. Et comme tout est lié, on est vraiment lié à eux. Et leur sort m'a à la fois toujours intéressé, passionné, et aujourd'hui plus qu'hier. On imagine que vous avez dû effectuer de nombreuses et de longues recherches sur place pour écrire ce thriller. Est-ce que c'est le plus gros travail que vous ayez effectué depuis vos débuts ? Pas vraiment, parce que je connaissais un peu la Namibie, je connaissais assez bien quand même tout ce qui tournait sur le braconnage depuis des années. Je me suis plongé dans un domaine que je connaissais assez bien, mais après quand on va sur place, on a des surprises qui n'ont absolument rien à voir avec tout ce qu'on a pu lire en théorie, ou même quand on voit les documentaires animaliers, souvent c'est mis en scène, hein, on ne se rend pas compte. Mais quand il y a une attaque de cobra et une mangouste, en fait, il y a quelqu'un qui amène le cobra devant une mangouste. C'est parce qu'autrement, tu peux attendre des jours et des jours avant d'avoir une scène. Et puis souvent, c'est un peu édulcoré parce qu'il faut que ce soit un peu familial, les documentaires animaliers. Des fois, c'est sauvage mais cruel, mais en général, bon, il n'y a pas trop de détails, quoi. Et sur place, en fait, on découvre plein de choses. Ça veut dire quoi en termes de préparation et d'enquête, si je puis dire ? Combien de mois et combien de mois d'écriture derrière ? Quand je finis un roman, je commence la préparation de l'autre. Donc je me documente, etc. Je commence à faire un plan. Et après, je vais sur place. Un premier repérage, là, en l'occurrence, c'était 1 mois. J'ai appris plein de choses qui ont modifié en fait, le plan de départ. Après, j'ai écrit pendant 1 an et demi. Et je suis retourné 1 mois. Mais là, vraiment sur les lieux du crime, en l'occurrence. Quand on retourne sur les lieux de notre roman, en fait, on a un regard complètement différent. Et on est une vraie éponge pour tout. Et c'est vraiment le diable se cache dans les détails, mais aussi les bons romans, je trouve. Alors, je ne suis pas en train de prétendre que j'ai écrit un bon roman, mais en tout cas, il y a plein de détails qui, moi, m'ont surpris et que du coup, j'ai mis à l'intérieur pour que les gens se disent « Ah, bon, je ne savais pas ça, etc. » Vous avez été là-bas à quelle saison ? Parce qu'on sait très bien que les saisons sont inversées par rapport à nous. C'était quoi dans l'hémisphère sud à ce moment-là ? C'était l'été et l'hiver ou l'hiver et l'été ? C'était le printemps et l'automne, parce que l'été, il fait 50. J'y suis déjà allé pendant l'été. Mais là, 50, les animaux, ils sont tous partis vers l'Okavango, d'ailleurs, vers le delta, en fait. D'accord, ok. On sent chez vous une certaine colère, quand même, contre les hommes qui exploitent sans vergogne et la faune et la flore, qui, semble-t-il, se fichent totalement de voir certaines espèces disparaître. Est-ce qu'il n'y a pas, aujourd'hui, quand même, une prise de conscience collective devant les carnages animaliers ? Sans doute, parce que je vois bien que les gens sont soucieux de la cause animale en général et des animaux sauvages aussi, quoi. Mais il y a toujours plus de zoos, toujours plus de gens qui y vont.
Les zoos, c'est des prisons, hein. Mm. Puis ils peuvent plus en sortir. S'ils en sortent, ils ont perdu leur culture, donc en fait, ils peuvent plus se débrouiller. Mais malgré ça, le braconnage ne change pas. En fait, il y a une bourse phonique, hein, et donc plus un animal est rare, plus il est cher, et plus il est cher, plus il est chassé, et plus il est chassé, plus il est rare. Si on suit la logique capitaliste, en fait, les rhinocéros, c'est eux qui se font surtout tuer pour leurs cornes, soi-disant aphrodisiaques, mais c'est absurde, hein, c'est la kératine, hein, les cornes, c'est en kératine, c'est de l'ongle. Donc si vous rongez les ongles, vous n'allez pas devenir plus puissant, hein, ça se saurait. Leur corne vaut plus cher que l'or, et la cote monte, moins il y en a en fait. Et la logique voudrait qu'en fait, le dernier rhinocéros, il valent $1 milliard, je dis n'importe quoi, et parce qu'il n'en restera plus qu'un, et sa cote aura monté, et il y aura toujours un abruti pour le tuer. C'est assez effrayant. Est-ce que vous avez lu les polars de Dion Meyer, d'Henning Mankell ou de Mike Nichol, qui ont pour point commun de dépeindre la corruption, les trafics, les magouilles des hommes d'affaires et des politiques de tous bords en Afrique australe? Pas trop, en fait. Enfin, j'ai lu certains de leurs livres, mais pas sur ce sujet. En tout cas. D'accord. Et chez les Français, il y a des auteurs de polars qui se seraient un peu déjà enfoncés sur le territoire? Il y a Colin Niel, en fait, qui est un auteur de polar et qui est un copain aussi. En fait, il revenait de Namibie alors que j'étais en train de préparer mon livre, quoi. Et j'ai dit, mais non, c'est pas possible, on va faire le même livre. Il m'a dit, non, mais je sais ce que je veux faire. Et moi, c'est plutôt autour de la chasse, puis ça se passe aussi un peu en France. Et je connais tes bouquins, en fait, ce sera complètement différent. Mais il m'a dit, mais par contre, j'ai un fixeur sur place. Et j'avais un ami documentariste, documentaire animalier, qui m'avait donné le nom d'un fixeur, et c'était le même. Et donc, on s'est retrouvés avec Colin. J'étais sur cette race, en l'occurrence, avec ce fixeur qui s'appelle Félix Valla, qui fait l'écotourisme et qui fait plein de choses vraiment très bien sur place. Et de fait, on n'a pas fait du tout le même livre, donc ça va. Bon, Caril Ferret, quel livre vous faites aimer lire? J'ai toujours lu, hein, moi vraiment toujours, quand j'étais petit, mais vraiment Le Seigneur des Anneaux, quand j'ai lu ça à 12 ans, c'est le seul livre que la trilogie, je l'ai recommencé en l'ayant fini. C'est votre livre de chevet? Enfin, c'était mon livre de chevet quand j'étais jeune ado. Quel livre vous a fait pleurer? Le livre qui m'a fait pleurer, c'est Cavalier seul, qui se passe au Chili, de Patricio Mans. Et c'est une histoire avec une indienne, entre guillemets, avec une Selknam, mais c'est magnifique. Et à la fin, je finis le bouquin, j'étais dans le métro, j'étais en train de pleurer dans le métro, mais la honte, quoi. Quel livre vous a fait rire? Le Jardin du Bossu, la série noire. Ça, c'est vraiment absolument hilarant. Et c'est pas facile de faire rire dans l'écriture. Ça peut être amusant, mais vraiment rire, il faut vraiment des punchlines. Quel livre vous a mis en colère? Un bouquin de Calfon, le journaliste, sur la bio de Che Guevara. Et ce qui m'a rendu dingue, mais complètement dingue, en fait, c'est quand j'ai su que le conseiller de Barrientos, donc qui était le dictateur en Bolivie quand le Che a été tué, c'était Klaus Barbie, en fait. Je dis, ah non, mais le même Klaus Barbie qui a torturé notre héros national? Ouais, pas de souci, il a essayé à le rembaucher. Et là, sans faire d'idéologie, mais entre le Che et Klaus Barbie, mon cœur balance du côté du Che, hein, c'est sûr, quoi, même s'il n'est pas tout blanc. Mais là, ça m'a révolté, mais vraiment révolté, mais radicalement. Quel livre aimez-vous offrir? Les livres que je viens de lire, en fait. Là, le dernier tour lancé d'Antonin Varenne, c'est un livre sur on dirait que c'est sur la moto, mais en fait, je m'en fiche des Grands Prix moto, quoi. Mais en fait, c'est sur le mental des champions, c'est magnifique, c'est hyper bien écrit. Voilà, donc moi, j'aime bien les derniers livres que j'ai aimés. Je n'avais pas un que j'offre à tout le monde, c'est plutôt le dernier qui m'a plu. Caril Ferret, je rappelle que vous êtes l'auteur d'Okavango chez Gallimard dans la collection Série Noire. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Bruno Corti, rédacteur en chef au Figaro Littéraire. Vous pouvez retrouver le Moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.